Aujourd'hui dans le Vélo Geek Podcast, un spécial en deux parties sur la physiologie et l'entraînement. Dans cette première partie, on parle un peu plus de laisser de côté toute notre obsession pour les chiffres, les watts et tous les instruments de mesure pour revenir à la perception de l'effort. Et j'ai vraiment la bonne personne pour en parler aujourd'hui avec Jules Cusson-Fradet, qui est un candidat au doctorat en sciences des sports avec une spécialisation en cyclisme. Mais non seulement ça, il est également l'auteur d'une étude scientifique avec un protocole basé sur la perception de l'effort pour vraiment avoir un suivi de l'entraînement beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Donc ça peut être vraiment de l'information très intéressante pour votre entraînement. Bienvenue dans le Vélo Geek Podcast. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec, disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com. Hey Jules, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis bien content de t'avoir avec moi pour discuter un peu plus d'entraînement, physiologie, tout ça, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose que tu as définitivement des compétences plus grandes que moi. J'ai de l'intérêt, mais tu as définitivement plus de compétences que moi. Peux-tu juste expliquer rapidement qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton parcours un peu professionnel, académique? Vas-y donc. Ouais, ben d'abord, merci pour l'invitation. Très content de pouvoir venir à ton podcast puis parler un peu plus de mes recherches. C'est rare qu'on a l'occasion d'en parler à un grand public, là. C'est souvent en petit comité avec les autres scientifiques qui connaissent notre salade. Donc là, c'est cool d'ouvrir les horizons, là. Eh ben en fait, moi, j'ai un parcours, j'ai étudié en kinésiologie, donc bac maîtrise à l'Université de Montréal. Après ça, il y a un programme de doctorat conjoint entre l'Université de Montréal et l'UQTR. Et c'est ça que j'ai entamé en fait depuis maintenant 2 ans. Euh, la raison était que à l'UQTR, il y a une expertise en cyclisme, donc un laboratoire avec beaucoup d'équipements, positionnement, physiologie. Là, c'est deux professeurs, là, Claude Lajoie, département des sciences d'activité physique, puis Frédéric Domingue, génie électrique. Donc, on combine un peu les deux aspects, là, génie et physiologie. Donc, c'est vraiment intéressant. Et le but de ces études-là, c'était d'aller un petit peu plus loin au niveau de l'utilisation des capteurs portables, de toutes les données qu'on collecte, mais de manière régulière. Donc, le suivi longitudinal des données, c'est ce qui m'intéressait le plus. Parce que selon moi, si on veut faire un bon plan d'entraînement, ben, il faut avoir des feedbacks assez réguliers pour pouvoir updater en fait la planification et non être obligé d'attendre la fin et le résultat, la course, et finalement se rendre compte que notre plan était pas bon. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle pour faire sens de ces masses de données-là qui grandissent, là. À chaque année, on a des nouveaux capteurs qui apparaissent, donc ça devient compliqué pour le commun des mortels à démêler tout ça et on veut savoir en fait comment on pourrait optimiser l'utilisation de toutes ces données-là, là. Une des raisons, la raison principale pourquoi que j'ai fait appel à toi aujourd'hui, c'est parce que c'est pour une étude que tu as faite en particulier que je trouve super intéressante parce que moi, d'emblée, je vais le dire, les capteurs de puissance, je trouve qu'il y a une énorme utilité aux capteurs de puissance, mais je pense que ça l'a enlevé le spotlight sur le ressenti. Peut-être que je trouve que les gens regardent plus assez leur ressenti plutôt que de regarder juste les chiffres. Donc, on s'entraîne directement avec des cibles de puissance et on essaye par la suite d'en faire un lien avec un ressenti. Mais là, toi, tu as carrément fait une étude sur l'idée de prendre ça, de le tourner à l'envers finalement et d'y aller avec des cibles de ressenti pour ensuite voir c'est quoi les résultats en termes de watts. Fait est-ce que tu peux m'expliquer juste un peu rapidement l'étude que tu as faite? Ouais. Ben, à la base, je pense un des premiers problèmes avec ce que tu exposais là, au niveau de se fier seulement au watt, ben, c'est que souvent, on détermine nos intensités de wattage avec un test, un moment de vérité qu'on fait à un seul moment, là. Donc, j'ai fait ça au mois de janvier, mon test de PAM, mon test d'FTP, peu importe comment vous voulez le nommer. On a mesuré Souvent un paramètre. sur un seul écart-temps en plus, donc Exact, ben seulement c'est 20 ça, minutes. soit une PAM, fait que la dernière minute d'un test en palier incrémenté, ou un 20 minutes la moyenne pour avoir notre FTP. Et là, on établit nos zones par rapport à ça. Mais on sait que la forme
va varier d'une journée à l'autre de plus ou moins, ça peut être assez gros les écarts, plus ou moins 30 watts. Donc si on se fie à ces données-là à la base, des fois on va peut-être se surentraîner, des fois on va se sous-entraîner. D'où l'intérêt de revenir à des mesures peut-être un peu plus physiologiques, comme la fréquence cardiaque ou la perception d'effort. Et là, ben, le but de cette étude-là, c'était de voir si c'était pas possible de développer un nouveau genre de test qui, était sous-maximal, donc qui permettait d'être utilisé de manière très régulière dans l'entraînement pour avoir des valeurs à jour, en fait, le souvent, puis éviter le problème de se baser sur une seule valeur qu'on a faite une fois. Il existe déjà des tests, en fait, sous-maximaux là, qui avaient été publiés dans la littérature. Là. Un des plus connus, là, c'est le Lambert Sub-Maximal Cycling Test. Donc, c'est un test qui durait, si je me souviens bien, exactement 17 minutes. Donc, c'était des blocs de 6 minutes où on fixait l'intensité par rapport à une fréquence cardiaque, un pourcentage de la fréquence cardiaque max. Donc, premier palier, on est à 60%. Ensuite, on monte à 80% et le dernier, c'est 90% de la FC max. Donc, et là, le cycliste doit en fait pédaler sur une base d'entraînement et quand, par exemple, si moi, 60% c'est 150 battements, mais je vais chercher 150 battements et je maintiens ça pour les 6 minutes. On mesure la réponse en watts et la perception d'effort. Le problème avec ce test-là, c'était que ben, pour avoir premièrement la fréquence, le pourcentage de fréquence cardiaque max, il faut faire un effort max d'abord pour connaître ça. Donc, ça nécessitait quand même de faire un effort max, même si on appelait ça un test sous max. Et ensuite de ça, les différents pourcentages, surtout quand on était à très élevé, là, 90% de FC max, quand on est un petit peu fatigué, il y en avait qui arrivaient même pas à se rendre. Là. Ça demandait une grosse mobilisation, puis le test n'était plus valide en fait. Et la dernière complexité dans tout ça, c'était que les chercheurs ont montré que pour bien interpréter les résultats de ce test-là, il fallait absolument trianguler, en fait, utiliser le wattage au pourcentage de fréquence cardiaque fixe, mais aussi la perception d'effort. Donc, c'est-à-dire que si moi, d'habitude, quand je fais mon premier 6 minutes, ben, à 60% de ma FC max, je pousse 100 watts, par exemple. Ben, si j'en pousse maintenant 120, donc pour la même fréquence cardiaque, je pousse plus de watts, on se dit que je suis plus en forme, normalement. J'ai progressé, ça me coûte moins cher au niveau métabolique, produire une plus grande puissance. Ben, en fait, c'est vrai, mais il y a d'autres cas de figure où est-ce que ça s'applique pas. Quand on est fatigué, par exemple, on l'a peut-être tous vécu, nos fréquences cardiaques, on a de la misère à les faire monter à l'effort. Et là, on pourrait pas interpréter la même chose. Et là, si on demande à la personne sa perception d'effort, ben peut-être que dans le premier cas de figure, à 60% FC max 100 watts, la personne nous disait qu'elle était à 3 sur 10. Bon, ben quand elle va être fatiguée, on va monter à 120 watts pour la même fréquence cardiaque, mais elle va nous dire qu'elle est rendue à 4 sur 10. Donc, ça coûte plus cher finalement en perception. Et là, il faut interpréter ça comme un changement négatif. Donc, ça prend absolument un entraînement spécifique, c'est qu'on n'est plus dans les bonnes zones. Exactement. On enlève toute la structure. Exactement. Puis le problème, c'était que, ben, une fois que on sait que si on n'utilise pas la perception d'effort, on se trompe, ben, il faut la noter. Puis là, moi, je l'ai utilisé, ce test-là, en pratique avec des athlètes. Puis la plupart des athlètes, ben, il y avait de la misère à noter parce qu'il fallait noter pour chaque palier la perception d'effort. On note ça ou sur le coin d'une table, sur un bout de papier. Et après ça, quand on interprète ça sur Training Peaks, sur Strava, n'importe où, on n'a aucun endroit, les softwares sont pas programmés pour noter la perception d'effort, pour pouvoir comprendre est-ce qu'elle a évolué par rapport au wattage et à la fréquence cardiaque. Au pire, il va avoir une note, mais sur l'entraînement global et non pas à des moments spécifiques ou selon tel intervalle. Exact. Donc, sachant que ça prend absolument les 3 paramètres, donc fréquence cardiaque, perception d'effort et puissance, l'idée, c'était de voir justement si on peut pas enlever le problème. Donc, on n'a plus besoin de demander la perception d'effort parce qu'on demande aux gens de fournir un effort basé sur leur propre perception d'effort. Et ça, on y pense, c'est quelque chose d'assez intuitif parce que quand on s'entraîne, ou plutôt quand on fait une course, c'est rare qu'on va rester fixe à un wattage, surtout quand on est avec un peloton. On n'a pas le choix de suivre. Et si on est en échappée, par exemple, on va prendre un relais puis on va y aller selon notre ressenti. Comment je pense que je peux donner pour pas sauter, pour pouvoir raccrocher dans la roue. Donc, la perception d'effort, on l'utilise à tout moment pour gérer notre intensité. Alors, on est bon pour faire ça. Puis c'est ce qu'on a pu montrer dans notre étude. On a fait venir des cyclistes au labo, là, 25 cyclistes environ. Et on leur a fait faire un test classique. Donc, physiologie de l'exercice, on mesure consommation d'oxygène,
On mesure les seuils, par exemple, on mesure la PAM à la fin, toutes les mesures classiques euh, pour savoir c'était quoi leur vraie valeur, en fait. Et ensuite de ça, ben, on leur a exposé le protocole de test sous-maximal là, qu'on a développé. Donc, ce qu'on demandait aux gens, c'est de pédaler à une perception d'effort modérée, forte et très forte. Donc ça, c'est les termes qui sont associés aux différents chiffres d'une échelle de perception que peut-être tout le monde connaît, l'échelle de perception de Borg. Donc ça va de 0 à 10. Nous, pour être un peu plus précis, on utilise une échelle de 0 à 100. C'est une nouvelle version, mais on va rester de 0 à 10 pour la discussion ici, pour pas mélanger les cartes. Alors, modéré correspond à 3 sur 10, forte 5 et très forte 7 sur 10. Donc, ce qu'on demandait aux gens, c'est sur une base d'entraînement d'ajuster leur vitesse, leur braquet, leur cadence pour aller chercher un effort qui correspond à modéré. Et là, les gens ne pouvaient pas voir leurs données, en fait. Donc, tu devais pas être biaisé par rapport à les watts que tu penses que tu devrais pousser à 3 sur 10, etc. Donc, les gens étaient complètement dans le noir. Il n'y avait aucune référence, non, ni la fréquence cardiaque. Et quand ils sentaient qu'ils étaient à modéré, ben, ils restaient là, ils ajustaient toujours leur vitesse en continu pour maintenir la perception d'effort. Donc, on faisait ça 3 fois. Donc, l'intensité augmentait progressivement. Et nous, ben, on mesurait en fait ce que ça leur coûtait en fréquence cardiaque et ben, quelle puissance était associée à ces différentes perceptions d'effort-là. Et le test se termine par 1 minute où ce qu'on arrête complètement de pédaler, on mesure la récupération cardiaque. Donc, est-ce que on reprend un rythme cardiaque de repos rapidement ou on n'atteint pas complètement les valeurs de repos. Donc, c'est un indicateur intéressant à suivre. Et on termine ensuite avec un sprint maximal. Donc, pour aller voir notre fonction neuromusculaire. Donc, est-ce qu'on est capable de mobiliser beaucoup de ressources rapidement, ce qui est un indicateur aussi de fatigue et aussi de performance en cyclisme. Ce qui, à la base, pour moi, est un test qui est déjà plus complet, ne serait-ce que par la méthodologie d'avoir plusieurs, et non pas juste un 20 minutes ou prendre une prise de mesure, on a des points de référence à différents niveaux d'intensité, finalement. Ouais, exactement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que je vais t'en parler par la suite, mais c'est qu'on a vu des bons liens avec les différentes transitions métaboliques, les seuils aussi. Ouais. Donc, c'était pas non plus des chiffres aléatoires, des perceptions aléatoires qu'on a choisies. Non. Euh, et là, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé est-ce qu'il y avait une corrélation, donc un lien entre la performance au test maximal laboratoire qu'on a fait, donc le VO2 max, la puissance à la fin, donc la PAM, et les différentes puissances atteintes aux différentes perceptions d'effort dans le test sous max. Donc pour les 25 personnes, on a comparé est-ce que la personne avec la plus haute PAM était la personne avec les plus hautes valeurs aux différents paliers? Est-ce que la personne avec le plus haut VO2? Etc. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une très, très bonne corrélation. Là, par exemple, avec la PAM, la personne qui poussait les plus hautes watts à perception d'effort très fort était aussi celle qui avait la plus haute PAM. Donc, il y avait une relation quasiment 1 pour 1. On avait une corrélation très, très forte. Ce qui nous dit que finalement, ces tests-là permettent de bien mesurer ce qui nous intéresse, mais sans avoir à se pousser à fond. Le test dure 6 minutes d'effort, plus la minute qu'on pédale pas et le sprint. Donc, c'est 8 minutes sous max. Et vraisemblablement, ça devrait nous donner le même genre d'informations. Est-ce qu'on progresse? Est-ce que nos paramètres évoluent? Ce qui reste à savoir, c'est est-ce que le test est fiable aussi. Donc là, on a montré que le test était valide, donc corrélait bien avec les valeurs max. Par contre, si on veut l'utiliser pour prendre des décisions d'entraînement, on veut savoir est-ce que si je le refais, là, mettons, dans la même semaine, sans que mon état d'entraînement a changé, je me suis pas amélioré, ben on devrait mesurer pas mal les mêmes choses. Il ne devrait pas avoir trop de variations. Donc, il y a des variations normales d'une journée à l'autre. Fréquence cardiaque peut varier un peu, notre forme aussi, mais on veut pas avoir des très grosses variations. Donc, c'est ce qu'on a voulu tester. Donc, les cyclistes sont revenus au lab une autre journée et on a refait le même test sous max 2 fois pour voir dans la même journée aussi. Fait qu'on a comparé à 3 moments. Donc, sur 2 journées différentes et aussi dans la même journée. Donc, dans le même état, là, est-ce que les gens produisaient la même performance et c'était le cas. Donc, on avait des erreurs de mesure d'environ 5%, là, ce qui est très bon. Environ, c'est plus petit que ce qu'on mesure avec les capteurs de puissance, souvent à haute intensité. La fréquence cardiaque aussi, souvent, c'est plus de 5% la variabilité à chaque journée, en fait. Donc, ce qui nous dit que ben, le test aussi est fiable. Donc, il va bien suivre notre état de forme, puis on va pas se tromper non plus dans nos interprétations.
Si après ça, ce qui nous intéresse, ben, c'est l'interprétation de ces résultats-là. Et ce qu'on a fait, c'est que dans le test maximal, ben, on peut mesurer, puis là, je sais pas à quel point les gens sont connaisseurs de ces différentes terminologies de physiologie-là, mais il y a différents seuils, en fait, à l'effort, là, des transitions au niveau de notre métabolisme. Puis on essaie de le déterminer, par exemple, avec un test d'FTP. C'est le deuxième seuil qu'on essaie de mesurer. Le premier seuil, souvent, on le mesure avec la lactatémie. La première augmentation qu'on voit apparaître dans le sang correspond à notre première transition, comme la première fois que le corps doit changer de vitesse, en fait. Là, c'est comme, on pourrait voir ça OK. comme le corps, on pourrait avoir trois vitesses. Là. Fait que on est à bas régime, le mané, on doit mettre une gear de plus si on veut continuer de mobiliser, puis après ça, on doit mettre une troisième gear. Donc, les différentes zones. Et ce qu'on a vu, c'est que les différentes perceptions d'effort, donc modérée, forte, très forte, correspondaient bien à ces différents seuils-là. Donc, quand on est à perception d'effort modérée, on est dans nos zones 1, zone 2, là, sur un modèle à 7 zones. Quand on est à perception d'effort forte, on est plutôt dans les zones 3, 4, donc dans le tempo entre nos Hmm. deux seuils, en bas de notre FTP. Puis quand on est à perception d'effort très forte, ben, on est en haut de notre FTP, plus dans le coin VO2. Donc, notre test permet aussi, ça reste à valider, c'est pour ça qu'on fait une étude en ce moment sur une longue période, mais de suivre l'évolution de nos différents systèmes, comment ça évolue dans le temps. Fait qu'est-ce que c'est plutôt ma zone 1, zone 2, je suis en train de monter, de progresser, de pousser vers le haut. C'est plutôt le milieu tempo qui va s'améliorer, c'est plutôt l'aspect VO2 en haut de mon FTP. Donc ça a été bien démontré avec nos participants, puis il y a aussi beaucoup de littérature qui appuie dans ce sens-là. Parce que j'essaie de le ramener aussi peut-être à un cycliste qui est pas nécessairement justement un cycliste très entraîné, qui a été donc très rapidement habitué à des Zwift de ce monde ou quoi que ce soit, à regarder que les chiffres. Est-ce que tu aurais une façon peut-être un peu de décrire, de dire, bon, qu'est-ce justement, comment dire, il avoir une question d'une référence. Bon, c'est quoi un 7 sur 10? C'est quoi un 5 sur 10? C'est quoi un 3? Des fois, certaines personnes peuvent avoir l'impression, ben, est-ce que c'est vraiment ça, un 5 sur 10? Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais. Est-ce qu'un 7 sur 10 sur tout le monde a tant une corrélation? Est-ce que tu as une proposition à ces gens-là qui peuvent avoir une difficulté à peut-être évaluer leur niveau de ressenti? Ouais, ben en fait, en premier, je dis, il faut pas être stressé par rapport à ça parce que on le fait sans s'en rendre compte tout le temps. Effectivement. La perception d'effort, on l'utilise à tout moment. C'est un signal dans notre cerveau qu'en ce moment, on n'a pas la capacité de mesurer. On est capable de mesurer notre consommation d'oxygène, on est capable de mesurer la puissance qu'on produit, la fréquence cardiaque. Mais en ce moment, on n'a pas de technologie qui nous permet d'aller voir à quel point notre cerveau doit travailler fort pour envoyer un signal, un influx. Mais nous, on le mesure nous-mêmes, puis ça se mesure en termes de perception d'effort. Comment moi, je trouve ça difficile en ce moment à mobiliser mes ressources. Hmm. Euh, Puis pour bien utiliser l'échelle qui permet de mesurer ça, ben, il faut premièrement s'entendre sur ça veut dire quoi une perception d'effort maximale. Donc c'est ce qu'on faisait avec les gens avant de pouvoir faire le test. Il fallait ancrer en fait le maximal. Donc maximal, ça correspond à l'effort euh, le plus dur qu'on a fait dans notre vie. Donc, si on se rappelle, par exemple, moi, je me souviens d'une fois, je montais le mont Mégantic, puis Hmm. c'était vraiment difficile. C'est la fois que je me suis dépassé le plus à l'entraînement. Donc, ça correspond à mon 100. Ensuite de Ouais. ça, quand je regarde l'échelle de 0 à 10, mais je sais que mon 100 correspond à ces sensations-là extrêmes. Ben, 5 sur 10, c'est la moitié de ça, par exemple. Euh, donc, faut ancrer. Si on n'ancre pas le 100, on ne sait pas ce qu'on cote. Donc, ça, c'est super important d'avoir ancré le 100. Il faut aussi ancrer le 0. Donc, le 0 de l'échelle correspond à aucune perception d'effort. Donc, en ce moment, par exemple, on se parle, on est assis, on fait peut-être un mini effort de se tenir, là, les muscles posturaux, mais nos muscles moteurs, les jambes, fournissent pas d'effort. Donc, quand on se base sur ces deux repères-là, on est capable de se situer plus facilement dans l'échelle. Euh, et après ça, ben, quand qu'on veut se pacer par rapport à notre perception d'effort, ben, on doit faire référence aux descripteurs verbaux. Donc, modéré, perception forte, très forte. Après ça, on a extrêmement forte puis maximale sur 100, par exemple, quand on regarde l'échelle. Donc, c'est les mots et non pas les chiffres. Donc, les mots, ils ont été étudiés, choisis pour donner des raisons précises.
Et ça permet d'être assez précis. On l'a montré, en fait. Tous les participants qui sont venus faire mon étude étaient très stressés, en fait, au début, Ah ouais. de pas réussir. En fait, ils étaient comme, c'est impossible, je serais pas capable. Et ils étaient tout le temps surpris, en fait, qu'ils sont revenus 3 fois. Et à chaque fois, quand je leur demandais de se mettre à modérer, ils étaient à plus ou moins 10 watts. À Quand 10 je watts en demandais d'être plus. mais pour en moyenne. Quand je demandais d'être à très forte, par exemple, plus ou moins 10-15 watts aussi, c'était tout le temps à plus ou moins 10-15 watts. Sur des journées différentes, je faisais juste leur donner, OK, va modérer, forte, très forte. Ils voyaient absolument rien. Puis ils étaient capables d'être très, on va dire, constants dans ils produisaient toujours à peu près le même effort, au feeling, en fait. Donc, on est Ouais. bon. Comme je dis, c'est qu'on l'utilise à tout moment sans s'en rendre compte, au final. Donc vraiment un appel à un retour finalement au ressenti et, et au test sous Maximo aussi, c'est ce que je retiens qui est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'à chaque fois qu'on fait des tests, bon, FTP, PAM, Maximo, c'est quelque chose qui peut toujours amener une petite bosse finalement. Faut le planifier, faut le mettre à un endroit spécifique. Ça va amener un peu, j'ai juste le terme en anglais, disruption dans le fond, dans l'entraînement. Ça va changer le cours. Tandis qu'un test sous Maximo, c'est très simple, c'est très pratique. Puis on peut même avoir un suivi plus fréquent et plus précis finalement de notre forme physique, là. Exactement. Puis pour aller encore plus loin, une des idées derrière ce test-là, c'est d'être capable de peut-être même prendre une décision à la journée même. Donc, si le test a été monté comme un échauffement standardisé, en fait. Donc, on commence, on pédale à modérer pendant 2 minutes. Après ça, perception d'effort forte, 2 minutes. Perception d'effort forte, 2 minutes. On arrête de pédaler et on termine avec un sprint. Ça ressemble pas mal à ce qu'on va faire quand on se prépare à faire un effort. On va toucher à différentes zones, puis on va terminer peut-être avec 2, 3 accélérations. Donc, ça dure 8 minutes, standardisé. Ben là, après ça, si on regarde nos résultats, on pourrait regarder, est-ce que moi, mon wattage est plus haut ou plus bas, vraiment plus bas que d'habitude? Ah ben, s'il est plus bas, possiblement que je suis dans une mauvaise journée, j'aurais peut-être laissé faire mon intensité pour aujourd'hui et la déplacer plus tard dans la semaine. Donc, ça pourrait aider à la prise de décision au jour le jour, si on le fait en warm-up, ou sinon, ben, on peut l'utiliser une fois par semaine dans un moment standardisé pour voir est-ce que notre entraînement est efficace. Est-ce que je progresse de semaine en semaine? Après mon 2 mois, est-ce que mes différentes puissances ou différentes intensités ont progressé comme je le souhaitais ou non? Donc, on devrait réajuster le test. Donc, il y a aussi ça qui peut être intéressant. C'est super intéressant, puis encore là, j'essaie de le ramener à des fois des cyclistes de tous les jours ou là on parlait, toi, tu parlais de course évidemment, mais au-delà de ça, moi des exemples que je veux donner, des fois si quelqu'un fait juste faire un long col ou quelque chose, bon, je suis à Tremblant ici, Ironman, le triathlon, des efforts individuels, dis-moi si tu crois à ma théorie, moi j'ai tout le temps dit, même si on a un capteur de puissance pour un Ironman, on devrait, pour certaines personnes qui sont trop focusées sur la puissance générée, on pourrait pratiquement le masquer. Je pense pas que c'est nécessairement la donnée qu'on devrait absolument à 100% se fier, dépendant justement, parce que même le rythme cardiaque ou dépendant de notre forme de la journée, ça peut varier. Donc, on peut soit donner un effort qui serait pas optimal, qui serait en bas de ce qu'on aurait pu réellement donner, ou de donner trop pour vraiment que ça devienne ce que ça hypothèque par la suite ou quoi que ce soit. Donc, plutôt que de viser une cible, surtout pour des efforts à long terme, de puissance absolument, même si on s'entraîne avec un capteur de puissance, dans des cas comme ça, je pense que même dans des situations comme ça devient plus précis et mieux d'utiliser la perception de l'effort. Ben, ce qu'on remarque en fait, c'est que plus on a de l'expérience avec l'entraînement, on parle des athlètes de haut niveau, plus ils vont se reporter à leur perception d'effort pour gérer leur intensité parce qu'ils ont appris avec l'expérience que finalement, ben, il y a plusieurs influences au niveau de la puissance qu'on peut donner à une journée X. Donc, Hmm. l'environnement, la température, s'il fait très chaud, très froid, le 200 watts va pas être perçu de la même façon. Donc, c'est Non. pas vrai que un entraînement que j'étais capable de faire quand il faisait 20 degrés, s'il fait 35 degrés, mon 200 watts, ça va me coûter vraiment plus cher. Je vais peut-être même pas être dans les Ouais. mêmes intensités prévues. Donc, revenir à la perception d'effort permet de donner la bonne intensité pour la journée, les conditions, l'état de forme du moment, l'état de fatigue. Et ensuite, je dis pas d'arrêter de regarder les watts, mais les watts vont nous servir après pour voir est-ce que l'entraînement est efficace par rapport à notre fréquence cardiaque, tout ça. Mais pendant l'effort, comme pendant une course, c'est rare qu'on devrait se fier à nos watts purs parce que sinon, ben, on est un petit peu pogné dans un
dans un petit bloc et on peut se tromper fortement, puis ça ne nous permet pas de s'ajuster au jour le jour, puis on peut se tirer dans le pied parfois, probablement. Là. Donc, je pense qu'il faut se faire confiance, puis c'est ce que les gens avec plus d'expérience font finalement. Effectivement. Puis il y a différentes méthodes maintenant qui sont utilisées, c'est de prescrire des intervalles, mais avec des perceptions d'effort en fait. Puis c'est ce que la plupart des équipes professionnelles avec qui j'ai discuté font avec leur athlète. Donc ça va être de faire par exemple 3 fois 10 minutes, mais avec une perception d'effort d'environ 7 sur 10. Et on regardera les watts après pour voir comment les entraînements progressent. On répète l'entraînement dans le temps, comme un peu un test sous max qu'on répéterait souvent. Mais pendant l'effort, on le limite pas. Donc, s'il y a une bonne journée, il va peut-être faire vraiment plus de watts que prévu. Puis s'il y a une mauvaise journée, etc. Donc, ça permet d'être vraiment plus agile, en fait, dans notre entraînement. Au niveau de ta recherche, vraiment, je vais encourager les gens, s'ils veulent aller le voir, je vais mettre le lien dans la description, s'ils veulent vraiment regarder de façon plus détaillée tous les détails, le protocole, tout ça, c'est super intéressant pour ceux qui veulent vraiment analyser ça de façon plus poussée. Merci à Jules. Et pour consulter les documents complets de son étude, je vous invite à regarder dans la description, le lien va y être. La semaine prochaine avec Jules, on fait un peu un tour d'horizon des différentes technologies de mesure physiologique de l'entraînement. Lesquelles sont sous-évaluées, lesquelles sont surévaluées. On regarde ça. Et je vous dis merci et à la prochaine. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant, avec une approche personnalisée, des technologies comme la cartographie de pression de sel et les capteurs de mouvement dynamique et bien entendu, mon expérience et savoir-faire. Le confort et l'optimisation de votre vélo vous attend. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Guide d'achat, banc d'essai, guide d'activité, voyage, nutrition, entraînement, trucs de pro, Vélomag aborde le vélo sous tous ses angles. Disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com.